Alors, donc, bonsoir et bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies à Paris. Donc, ce soir, on vous présente, dans le cadre de nos conférences mensuelles, une conférence sur le service social libéral vers un accompagnement social innovant et indépendant. Donc, c'est la thématique de ce soir. Ce sera une conférence qui est animée par Stéphanie Angler et Émilie Minon, qui sont des assistantes sociales expérimentées et fondatrices du cabinet Vie Sociale, un service social indépendant auprès de particuliers, des entreprises et des établissements médico-sociaux. Je ne pensais pas qu'un jour je m'émerveillerais. Donc, je vous invite à couper le micro pour ne pas faire d'interférence. Et on va commencer avec Émilie et Stéphanie. Bonne conférence à vous. Allez. Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphanie Angler, assistante sociale, assistante sociale au sein du cabinet Libre Social, qui est un service, un cabinet donc, qui propose de l'accompagnement social dans une dynamique d'innovation sociale. Nous souhaitons en effet élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans des conditions actuelles du marché et des politiques sociales. On essaye notamment de renforcer la participation et la coopération des personnes que nous accompagnons. Cette dynamique d'innovation sociale, elle implique un processus de discussion, de transformation et d'adaptation. Ce modèle, du coup, on le veut plutôt flexible, non hiérarchique, non bureaucratique et non autoritaire, notamment pour éviter de tomber en fait, dans les travers du modèle du travail social actuel. On aspire aussi à valoriser en fait, notre expertise en tant qu'assistante sociale, donc, comme le disait Alexandra, auprès des particuliers, des entreprises, mais aussi des établissements médico-sociaux. On est une équipe aujourd'hui de 6 professionnels expérimentés avec des parcours professionnels complémentaires et on a développé des compétences, notamment en droit public, en droit privé, mais aussi en santé au travail, autour de l'accompagnement des aidants familiaux et puis également en addictologie. Du coup, on intervient sur plusieurs domaines et chaque situation est différente avec un point commun. Donc, tous les bénéficiaires qu'on rencontre, ils ont leur détresse, leurs difficultés à trouver des solutions et faire face aux besoins, des fois non satisfaits. Donc, avec beaucoup de situations qui sont très variées, personnes isolées, familles, travailleurs, retraités, non actifs. On accompagne toute personne qui rencontre toute difficulté, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, et qui souhaite un soutien ponctuel, une information ou un accompagnement au long cours. Donc, il y a une prise en charge différente, formalisée, contractualisée, avec un début et une fin. On retrouve on a des engagements réciproques. On intervient généralement avec des personnes qui n'osent pas en fait pousser la porte des services sociaux qui existent, des institutions, par crainte d'être stigmatisées ou parce qu'il y a déjà eu un rejet auparavant, qu'ils ont déjà tenté d'être aidés et qui n'ont pas trouvé de réponse ou leur réponse n'a pas été satisfaite. Voilà. D'autres qui veulent choisir leur professionnel, en fait, comme on choisit aussi un psychologue. Donc, voilà. C'est ça que nous proposons. Et on intervient, donc, nous sommes une profession qui est soumise au secret professionnel dans le code pénal, article 226-3. Voilà, une des seules professions sociales, justement, parce qu'on est assistante sociale. Un éducateur spécialisé va être soumis au secret professionnel par fonction, mais l'assistant social, par définition, est soumis au secret professionnel. Donc, on intervient en toute confidentialité. On intervient aussi en toute indépendance pour garantir le choix de chacun et laisser le libre arbitre à tout le monde et à adhérer à tout projet d'action
qui le concernent. Et on intervient sans lien de subordination. Voilà. On donne un service personnalisé. Donc, chaque situation est différente, chaque personne est différente, même si les problématiques que l'on rencontre peuvent être parfois similaires, mais par leur singularité, par leur passé, par leur famille, voilà, tout le monde est différent. Et donc, on intervient, on essaye de mettre en place vraiment un accompagnement personnalisé. Et on n'intervient pas tout seul. On essaye on intervient en complémentarité avec d'autres professionnels, indépendants aussi, ou les organismes publics, les associations. Voilà. Alors, a priori, il y a un problème de son. Est-ce que ça a arrangé ou est-ce qu'il y a toujours un souci? Non, c'est très bien. C'est bon? Ok. Bon, on avait un petit message comme quoi c'était pas très... Voilà, le son n'était pas correct. Ok, on va poursuivre. Ah, pardon. Alors, aujourd'hui, l'IP-Social s'organise autour de 4 propositions d'accompagnement. Donc, on a une partie expertise sociale. En fait, on va essayer d'apporter un avis circonstancié en s'appuyant notamment sur nos connaissances théoriques, notre savoir-faire, nos expériences de terrain. Et nous allons plutôt proposer une lecture analytique en fait, de la situation tout en l'incluant vraiment dans la réalité mouvante de la personne qu'on accompagne. On essaie vraiment d'articuler en fait le besoin social, la demande sociale, avec aussi la commande publique et l'intervention sociale, ce qui n'est parfois pas toujours simple. Donc, on essaie de combiner tous ces éléments au mieux dans le cadre de l'accompagnement et de l'expertise en tout cas qu'on va proposer à la personne en termes de solutions. On propose donc aussi un accompagnement social personnalisé, c'est-à-dire qu'on va proposer un temps de rencontre, d'écoute, d'analyse, voilà, pour proposer des solutions, des objectifs à court, moyen et long terme aux personnes. On va évaluer ce projet régulièrement dans un souci vraiment de s'adapter à ses besoins. Et on va être dans un mouvement, dans une logique plutôt systémique en fait, pour s'adapter à chaque fois au niveau et aux moyens en fait, de la personne, à ses ressources. Alors après, on va vous montrer un schéma donc, de l'accompagnement social type. Je vais vous le mettre tout de suite pour que vous puissiez comprendre justement comment fonctionne justement cet accompagnement social personnalisé. La personne, en fait, elle va construire ses propres choix d'orientation et nous, on va s'adapter, on va adapter notre posture en fonction justement de ses souhaits, de ses envies. Et donc, sur le schéma que vous pouvez voir, donc un accompagnement social, parce que souvent, c'est finalement, les personnes ne savent pas vraiment ce qu'on y met derrière. Donc, on part vraiment, donc déjà, il y a une demande. Voilà. La demande, elle part de qui? De la personne, du service. On part sur la sollicitation du service social. Après, on va être sur tout un temps d'écoute et d'accompagnement avec l'évaluation des besoins, des problématiques. On va ensuite basculer dans une proposition de plan d'intervention où là, on va être vraiment sur l'ancrage au réel. C'est-à-dire qu'on est sur un principe de réalité. On ne va pas partir dans des projets complètement fous, même si des fois ça arrive, mais on sera toujours en tout cas sur un degré de faisabilité. Et puis, on va travailler en lien avec nos partenaires, rechercher éventuellement des solutions en extérieur, s'appuyer sur les ressources existantes, et puis on refait un bilan. Et là, on repasse de nouveau, éventuellement, sur la boucle, on repart sur une écoute et on réadapte au fur et à mesure. Alors, dans les autres pistes ce qu'on propose en tout cas au niveau du cabinet, on propose aussi un accompagnement, en tout cas sur l'élaboration des projets personnels et professionnels, notamment pour que les projets de la personne ils évoluent vraiment favorablement.
on est dans un projet positif en fait, d'accompagnement. Et donc, cette intervention, elle va s'inscrire de nouveau dans l'ancrage au réel, où les personnes elles vont être amenées à envisager différentes perspectives. Elles vont réfléchir à leurs choix, elles vont poser des actes. Et donc, on va notamment, pourquoi pas, aborder des projets de mobilité, de séparation, de réalisation de projets de soins. C'est extrêmement vaste aussi, parce que pareil, le champ du possible est quand même très, très large. Et puis, on propose enfin une assistance administrative, parce que certains sont dépassés, certains n'en peuvent plus des lourdeurs administratives, de la complexité aujourd'hui des systèmes sociaux, n'ont plus l'envie, d'autres ont évoqué une phobie administrative. Et donc, on va être dans un soutien à la réalisation de ces démarches, notamment pour protéger leurs droits, leurs intérêts, aussi éviter le renoncement aux droits. Et puis, on propose en complément éventuellement des accompagnements physiques auprès des différentes institutions, préfectures, caisses d'allocation familiale, centre des impôts. Voilà. Enfin, c'est vraiment au cas par cas. Donc, comme on le disait, on intervient sur beaucoup de domaines. Donc, on en a recensé 5 gros: le logement, la famille, la santé, l'accompagnement budgétaire et la vie professionnelle. Donc, en ce qui concerne le logement, on intervient sur tout ce qui est accès au logement, maintien dans le logement, information sur les dispositifs. La famille, tout ce qui concerne la vie familiale, la naissance, le décès, la séparation, les aidants familiaux, les difficultés éducatives, les difficultés familiales. Tout ce qui est sur la santé, la maladie, la prévoyance. On fait le lien avec les partenaires médicaux. Donc, comme on le disait, sur élaboration d'un parcours de soins, orientation vers des fois un médecin généraliste, parce que certains n'ont pas forcément de médecin traitant, et tout ce qui est du domaine du handicap aussi. Donc, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, l'ouverture d'un droit à l'allocation adulte handicapé. Voilà. Tout ce qui est accompagnement budgétaire, donc aide à la gestion du budget, établir un budget, rechercher des solutions en cas de difficulté financière. Donc, on va être sur soit une aide financière ponctuelle, un dossier de surendettement. Il est impossible de savoir qui je suis, ni d'où je viens. Alors, je marche au hasard. N'hésitez pas à couper vos micros. Comme quoi, certaines personnes n'ont pas reçu les... Non, c'est pas normal. Chaque inscription, il y a un billet web qui est reçu. Ouais. On voit qu'il y a une question dans le chat concernant des personnes qui n'auraient pas reçu le billet web. C'est des personnes à qui vous avez pu envoyer le lien? C'est des personnes que vous connaissez? Attendez, je un petit peu ma tête. Oui, vous avez pu leur envoyer le lien, c'est ça? Ils ont pu s'inscrire. Normalement, vous auriez, quand on s'inscrit, on reçoit le billet web automatiquement. C'est automatique, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon, est-ce que vous voulez que je vous inscrive mon adresse mail pour que ces personnes m'envoient un mail et que je leur envoie le lien? Mais sinon, vous pouvez... Ah, vous avez envoyé le lien, d'accord. N'hésitez pas à le donner, hein. Il y a de la place encore. Est-ce que je peux faire ça? Je vous mets mon adresse mail. On prend une seconde pour... il y a eu un petit incident technique apparemment. Je vous mets mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail ou la personne m'envoie un mail et je lui envoie le lien. Voilà. Je ne suis pas trompée. Voilà, comme ça on peut reprendre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou je vous enverrai le lien. Bon, donc, outre ces 4 domaines d'intervention-là, qui sont les 4 domaines principaux de l'intervention des assistants sociaux, on a aussi une spécificité au sein de notre cabinet, c'est qu'on a travaillé toutes
en entreprise. Et donc, on a tout le volet vie professionnelle, la santé au travail, l'accident de travail, la maladie professionnelle, le maintien en emploi. Donc, du coup, on travaille avec la médecine du travail. Voilà, les adaptations de poste, adaptation d'horaire, etc. Tout ce qui fait partie du stress professionnel, les addictions, la retraite, les mobilités et la formation. Donc, c'est vraiment aussi une des spécificités de notre cabinet et de nous 6, parce qu'on on a tout intervenu dans les entreprises. Donc, vraiment, sur cette partie de l'accompagnement, en fait, auprès des particuliers, on va vraiment être sur ces deux versants. C'est-à-dire que là, on va aussi s'autoriser à travailler sur l'accompagnement professionnel, ce qui sort aussi quand même plutôt des habitudes des institutions actuelles dans le travail social. Voilà, on va vraiment être sur du conseil en termes de droit du travail, de projet pour la suite. Donc, de toute façon, on en parlera tout à l'heure parce qu'on va vous présenter quelques situations sociales. Donc, nous avons plusieurs modalités d'intervention pour les particuliers sur rendez-vous, donc via une plateforme en ligne qui est Social Dispo. Et donc, les personnes peuvent choisir si elles souhaitent avoir un rendez-vous à leur domicile, à distance, en visio, au centre de thérapie ou dans un lieu de leur choix. J'ai été trop vite, je suis désolée, j'ai passé. Je pensais que tu allais présenter Social Dispo en même temps, je suis désolée. Du coup, c'est une des premières plateformes en ligne exclusivement dédiées à l'accompagnement social. Il existe déjà des plateformes où vous pouvez prendre rendez-vous avec des assistants sociaux, mais il y a aussi d'autres professionnels du soin qui sont là. C'est vraiment dédié à l'accompagnement social, soit sur l'accompagnement social global, soit sur des thématiques précises, la retraite, l'aide aux aidants, etc. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Il faut s'inscrire, créer un compte. Voilà, mon prénom, email, un petit mot de passe, la date de naissance. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès au planning de rendez-vous. Donc, selon les horaires, ce que vous souhaitez, si c'est de la visio. Et donc, vous avez le nom de la collaboratrice qui prendra en charge la demande. On intervient sur quasiment toute la France en visio. Et donc, on est particulièrement sur l'Île-de-France et nous avons une collègue qui intervient dans le sud de la France. Voilà. La consultation coûte 65 € du coup. Et une fois que vous souhaitez prendre rendez-vous, du coup, il y a un paiement sécurisé qui s'ouvre et qui est nécessaire pour valider le rendez-vous et le bloquer dans nos agendas. Voilà. Je ne sais pas si je remonte du coup. J'étais un peu vite. Voilà. Donc, comme vous disait ma collègue, voilà, les interventions à domicile, à distance, en extérieur, voilà, on peut tout à fait faire les accompagnements en extérieur ou dans des lieux en fait, à définir. Et puis, prochainement, en tout cas, nous l'espérons, au centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies, en tout cas, pour pouvoir recevoir les personnes. Et du coup, on a toujours cette signature d'une convention pour contractualiser l'accompagnement, donc pour mettre un début et une fin d'accompagnement. Voilà, et dedans, on annote aussi avec la personne, on a vraiment une convention d'accompagnement et dedans, on va préciser les objectifs de prise en charge, notamment. Voilà. À quoi on va s'engager mutuellement dans l'accompagnement. Donc, ça peut être s'engager à remettre les documents à l'assistante sociale, venir au rendez-vous. En fait, ça va vraiment être selon l'autonomie de chacun, de ses ressources, de ses envies. Pareil, on s'adapte vraiment aux possibilités. Alors là, on voulait vous proposer, en fait, un peu pour vous donner une idée de notre travail, on voulait vous présenter 3 situations. Des situations de personnes aujourd'hui qui sont accompagnées sur le plan individuel par le cabinet. Donc la première, c'est une femme cadre donc, qui a contacté le cabinet, qui exerce son activité en tant que directrice dans un stade, âgée de 54 ans, et donc elle prend contact avec le cabinet. C'est une dame qui est en arrêt maladie, elle est orientée
orientée par une connaissance voilà, vers le cabinet. Elle présente un état dépressif majeur qu'elle met en lien donc, avec de l'épuisement professionnel aggravé en plus avec la situation sanitaire. Cette dame, donc elle est inscrite dans un suivi avec son médecin traitant, son médecin psychiatre. Les soins sont très bien engagés, mais elle explique que socialement, c'est une catastrophe. Elle n'arrive plus du tout à assumer ses démarches administratives, à ouvrir ses courriers, elle est complètement dépassée. Et donc, elle explique avoir, avant de contacter le cabinet, s'être adressée au service social de polyvalence, qu'il y aurait eu un refus de prise en charge et qu'elle n'aurait pas souhaité en tout cas s'adresser au service social du travail, de peur en tout cas d'être cataloguée et que cette information puisse venir en tout cas à l'information aux oreilles de son employeur. Donc, du coup, elle fait appel au cabinet dans l'idée d'avoir un accompagnement social confidentiel, voilà, et un accompagnement professionnel sur ces questions-là. Donc, ces demandes, c'est un soutien donc, dans ses démarches administratives, puisque du fait de son épuisement professionnel, elle a complètement abandonné l'ensemble de ses démarches. Et donc, notamment en lien avec son arrêt maladie, elle souhaite aussi évoquer son projet personnel et professionnel, puisqu'elle n'envisage pas du tout de retourner bosser en EHPAD. C'est extrêmement compliqué pour elle, elle est très fragilisée par la situation. Et puis, dernier élément, c'est qu'elle est en difficulté avec son employeur. Voilà, il y a une relation de conflit et de tension qui s'est instaurée, donc elle a besoin d'avoir du conseil pour la suite de ses démarches. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé ? Eh bien, on va faire tout un travail d'accompagnement dans un premier temps autour des droits de la maladie, parce que la priorité, ça va être de préserver ses intérêts. Donc, ça va être de l'informer sur, là, a priori, on va être dans le cadre d'une dépression, donc on va travailler en lien avec le médecin traitant et le médecin psychiatre pour faire les déclarations TLD, suivre les démarches auprès de la sécurité sociale, faire les démarches éventuellement, pour le cas avec la prévoyance. On va aussi travailler sur les droits en lien avec les assurances bancaires, voilà, pour vraiment sauvegarder la situation financière et puis la tranquilliser, en tout cas sur la question des revenus. On va, donc sur cette situation, travailler sur le complément de prévoyance, parce qu'en fait, c'est un vrai conflit avec l'employeur qui n'ouvre pas les droits à madame. Et donc, on rentre dans une procédure contentieuse. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait tout un accompagnement juridique avec du conseil et on s'est mis en lien avec l'employeur, en tout cas dans le cadre de nos fonctions, pour faire un rappel aussi à la loi. Ce qui, dans cette situation, en tout cas, a suffi à débloquer la situation. Et enfin, on a, et c'est toujours en cours, amorcé un travail de réflexion sur le reclassement professionnel avec une ouverture du droit au CPF et puis des réflexions sur quel avenir professionnel on pourrait construire. La deuxième situation, du coup, c'est un homme qui est âgé de 53 ans, employé dans une association, qui a un arrêt maladie depuis 5 mois, en lien avec un problème d'addiction, et qui est bien connu des services des ressources humaines. Donc, nous avons été contactés par le service des ressources humaines de cette association pour la prise en charge individuelle de ce salarié. Donc, c'est une demande d'intervention ponctuelle auprès de leurs collaborateurs. Il y a une problématique de droit IJSS, donc l'employeur ne reçoit pas de son côté les indemnités journalières. Donc, voilà, il se posait la question si le salarié avait bien envoyé ses arrêts maladie, quelle était sa relation avec la sécurité sociale, etc. Et il souhaitait qu'il y ait vraiment une mise en place d'un accompagnement spécifique pour ce monsieur. Donc, l'accompagnement qui est mis en place en lien avec les demandes et de l'association et de monsieur. Donc, on a travaillé en lien avec les différents professionnels de santé, le XAPA, le médecin du travail, le médecin traitant, pour justement rétablir des droits à la sécurité sociale, redonner des bons arrêts maladie, etc. On a fait une demande d'invalidité aussi pour ce monsieur, parce que ce n'était pas son premier arrêt maladie long. Voilà. On a mis en place une protection juridique, donc une mesure de curatelle.
Et enfin, on est en train de travailler sur le projet professionnel et un potentiel retour à l'emploi. Et enfin, la dernière situation qui nous semblait aussi intéressante à vous présenter. Donc là, c'est la situation d'une femme qui est également cadre, qui travaille dans le secteur de la restauration, 46 ans, qui est en couple, elle a un enfant à charge et elle est en cours de séparation, notamment en lien avec des problématiques de violence au sein du couple. Cette dame, elle est inconnue des services sociaux parce qu'elle ne se retrouve pas du tout dans l'image qui est véhiculée aujourd'hui des services sociaux. Son mot, c'est qu'elle ne veut pas en fait, être stigmatisée comme un casos. Donc, sa demande, c'est d'être accompagnée dans son parcours de séparation et notamment d'engager des démarches pour bénéficier d'une mesure de protection au regard des violences quotidiennes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui explicite les problématiques de violence physique, psychologique, morale, qui est dans un quotidien extrêmement difficile. Et elle souhaite également donc, rechercher un nouveau logement pour pouvoir se reconstruire. Donc, c'est engager toutes ces démarches en ce sens-là. Et enfin, elle évoque évidemment l'impact sur son moral, sur ses émotions, sur ses inquiétudes. Et donc, elle souhaite de l'aide pour pouvoir continuer en fait, à avancer personnellement et professionnellement. Alors, l'accompagnement qu'on a pu proposer, et qui est également toujours en cours, parce que c'est des accompagnements au long cours sur ces situations, c'est qu'on a fait donc, une orientation vers un psychologue, notamment pour l'accompagnement au moins ponctuel. On espère aussi au long cours, mais sur cette problématique et cette période qui est extrêmement compliquée. Un travail en lien avec un cabinet d'avocats pour faire le dépôt d'une ordonnance de protection, la mesure d'éloignement, et puis un dépôt de plainte auprès du procureur, notamment en lien avec son histoire personnelle, puisque cette dame refusait de retourner au commissariat. Et puis, un accompagnement sur de l'assistance administrative, parce qu'au vu de la situation quotidienne, cette dame était également dépassée par la lourdeur des démarches. Donc, elle a vraiment besoin de conseils et qu'on puisse l'assister dans la rédaction des dossiers. Et donc, évidemment, enfin, la question du soutien téléphonique régulier qui nous semble extrêmement important. Voilà, pouvoir aussi proposer cette écoute psychosociale aux personnes que nous accompagnons. Donc, on a fait un petit résumé de pourquoi choisir en tout cas un service social libéral aujourd'hui, plutôt que de faire appel à d'autres services, sachant qu'on pense qu'on est de toute façon, on restera complémentaire avec les services sociaux existants. C'est vraiment de proposer un autre modèle, en tout cas, d'accompagnement, notamment parce qu'on souhaite aussi valoriser que la personne elle peut avoir un interlocuteur unique, voilà, et pas changer de référent au gré des départs, des absences, que c'est par souci de discrétion. Voilà, certaines personnes s'y retrouvent aussi, se retrouvent dans l'image qui est véhiculée par un service social libéral. Parfois, c'est plus facile à accepter que de faire appel aux services sociaux standards, parce qu'on va adapter notre prise en charge. On va être dans une adaptation sur les prises de rendez-vous, on va être souple aussi dans les accompagnements qu'on va proposer. La personne, elle peut choisir son accompagnement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas voilà, dans les services sociaux actuels. Et puis, on va être sur un accompagnement, si possible, de proximité, en lien également avec les partenaires de proximité. Je pense à autre chose. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur notre service social libéral, sur le cabinet Libre Social. On va laisser la place aux questions. Oui, bonsoir. J'ai une question. Les dossiers qui peuvent être mis en place, est-ce que vous aidez les personnes, est-ce que vous êtes du coup formé à savoir quel dossier, à connaître les dossiers à monter pour les aides particulières? Est-ce que vous êtes habilité également à les remplir et à les déposer aux services concernés? Vous pensez à des dossiers en particulier?
Oui, par exemple, là, j'ai vu que vous pouviez apporter de l'aide au niveau de l'habitation ou d'autres choses que d'habitude. On ne t'entend pas très bien, en fait. Pas bien? Il y a une télévision derrière. Il y a quelqu'un d'autre qui a laissé son micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Super. Je pensais, je ne sais pas, n'importe quel dossier qu'une personne, quand une personne vient voir une assistante sociale, il y a des dossiers qui sont montés, par exemple. Je sais pas. Oui, alors donc nous, de toute façon, on est formés à la législation sociale, au droit social, au droit du travail. Donc après, on en fait toute instruction de dossier, selon les besoins. On fait également des rapports sociaux si c'est nécessaire. On fait des notes sociales complémentaires. On a tout un diplôme d'assistante sociale, en fait. Donc on a tout à fait la légitimité à faire ces dossiers et éventuellement à faire les appuis nécessaires sur certaines situations et selon les demandes. Donc, le fait que vous soyez en libéral, voilà, ça n'empêche pas que vous puissiez appuyer ou même monter des dossiers. Pas du tout. Là, ce qui change en libéral, c'est qu'en fait, on n'a pas de lien de subordination. En fait, donc, on travaille pour nous, pour nos choix professionnels et dans notre liberté de pratique. D'accord. Et après, justement, on a tout le champ de manœuvre possible pour construire et inventer les choses avec les personnes. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Alors, un instant, il y a une autre question dans la salle. Je voulais savoir si vous faites payer la même prime pour les employeurs qui vous contactent ponctuellement pour l'employé, par exemple, le cas 2. Alors, on va faire déjà, il y a des conventions. On va faire des conventions de partenariat avec les employeurs. Effectivement, ça va être différent parce que la demande est aussi différente. Ce qu'on applique comme tarif pour le particulier, c'est un tarif à l'heure. Et donc, on va faire quelque chose plus au forfait pour l'entreprise par rapport au nombre d'heures qu'on va peut-être estimer pour un accompagnement. Par exemple, un cas assez concret, un dossier de surendettement, on a estimé que ça prend 10 heures de travail entre le rendez-vous, les allers-retours, etc. Donc voilà. Tout le monde a entendu la question? Et là, du coup, c'est un peu Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Là, ceux qui sont derrière leurs écrans. Du coup, on peut passer à la question suivante, si c'est OK. Alors, du coup, moi, je me demandais, comment ça se passe pour les personnes qui ont des difficultés financières et qui ne pourraient pas payer les 65 euros. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour elles? Alors, ça va être vraiment au cas par cas parce que forcément, la question du coût, oui, elle est problématique pour les personnes qui sont en situation de précarité. Donc, on peut éventuellement, sur certaines situations, au cas par cas, on va faire une remise, en tout cas, du coût de la prestation, mais ça ne peut pas être un accompagnement long cours, ça ne sera pas viable. Et comme on le disait, on n'a pas vocation à remplacer les services sociaux existants pour lesquels les prestations, elles sont gratuites. C'est pour ça que ça vient vraiment en complément. Et on indique aussi, quand le particulier nous sollicite, on indique qu'il peut bénéficier d'un accompagnement gratuit en allant sur les services sociaux de secteur, par exemple. Après, on a quand même quelques personnes qui sont bénéficiaires de prestations, notamment de l'AAH. Alors, c'est très ponctuel, mais c'est des personnes qui font le choix, malgré le coût, de faire appel à nos services parce qu'ils s'y retrouvent justement en termes de liberté d'accompagnement. C'est plus facile pour eux. Voilà, c'est moins contraignant à plusieurs niveaux. On peut se rendre au domicile, on va être dans une écoute et aussi parfois, on est aussi dans un principe de non-jugement, même si c'est le cas de normalement tous les travailleurs sociaux, ils se retrouvent aussi sur cette question-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on défend dans nos pratiques. Donc, on en a quelques-uns, mais c'est vraiment à la marge.
J'ai aussi Oui. une autre question. Du coup, j'ai une deuxième question. Est-ce que ça vous arrive aussi d'accompagner des personnes qui bénéficient à la fois des prestations gratuites, qui bénéficient également des prestations gratuites et qui font appel en plus à vous? C'est ce qu'on a présenté dans une des situations. Effectivement, il y avait un particulier qui avait un service social du travail, une prestation gratuite financée par l'employeur, et qui a fait le choix de ne pas s'en saisir et qui a fait appel à nous. Donc, effectivement, ils peuvent, même s'ils ont accès aux prestations gratuites, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question. Moi, sur une des situations où j'ai donc une dame qui est ministère de l'AH, on travaille en complément avec le service de polyvalence du 11e. Donc, ce n'est pas incompatible. Après, on va répartir justement les axes de travail en fait, que la personne souhaite mettre en place avec le service social libéral, qui du coup sera complémentaire en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Oui, j'avais une question. Déjà, bonsoir. Merci de nous réunir tous ici aujourd'hui, de nous permettre de pouvoir échanger autour du travail libéral parce que ce n'est pas très répandu et ce n'est pas encore connu. On entend les infirmières libérales, les aides-soignantes libérales, mais pas de tous les travailleurs sociaux. Donc, quand on en parle, on dirait on parle chinois, mais bon. Je pense que d'ici 10 ans, ça va se répandre. J'interviens parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc oui, ce sont les pionnières dans le libéral, dans leur domaine. Donc vous êtes au bon endroit. Je leur fais un compliment parce qu'elles ne pourront pas le faire elles-mêmes. Donc voilà, moi je ne suis pas AS, mais je suis TISF, technicienne de l'intervention sociale et familiale, et je viens de me lancer en libéral avec ma collègue AS. Et nous, on se trouve en Côte d'Azur, voilà, donc à Nice. Donc, j'avais une petite question. J'ai vu tout à l'heure que vous avez mis aide financière ponctuelle. Quand il s'agit d'aide financière ponctuelle, c'est-à-dire que vous les donnez à un financeur, vous faites comment en fait pour ce type de demande? Alors, les aides financières, elles s'inscrivent dans un cadre légal, il faut que ça ait du sens dans l'accompagnement, dans une demande. Et donc, oui, on instruit ces demandes quand ça s'inscrit dans un projet. Donc, ça va être par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, je suis intervenue sur un monsieur qui avait un double appareillage auditif et qui avait besoin de faire tout un montage financier pour faire une complétude de sa prise en charge autour des appareillages auditifs. Donc, du coup, on va solliciter tous les organismes auxquels éventuellement on peut prétendre à une prise en charge financière. Voilà, il faut que ça ait du sens. En fait, après, on n'est pas des machines à faire des demandes d'aide financière, mais par contre, quand ça s'inscrit dans un projet, on y va, quoi. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Ensuite, j'avais une question par rapport aux tarifs. Donc, si vous proposez à la personne un plan d'accompagnement, donc vous faites un forfait avec tant d'heures que vous estimez suffisantes pour tout l'accompagnement, ou est-ce que c'est à fur et à mesure des besoins, à chaque fois la personne prend elle-même un rendez-vous? Ça va dépendre effectivement de l'accompagnement, de ce qu'on aura évalué au premier rendez-vous. Ça peut être de dire, OK, on part sur une demande d'ouverture de droit de reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Voilà, ça nécessite 2-3 rendez-vous, un travail de suite. On va faire un devis aussi à la personne qui va accepter ou non. Voilà. Et après, la personne est libre de ressolliciter un rendez-vous si nécessaire. Voilà, on va vraiment s'adapter vraiment à la personne qu'on a en face de nous. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de réponse, toute faite. C'est comme on le disait, on est vraiment sur un service où on s'adapte à l'autre. Donc, d'une personne à l'autre, ça va changer.
Certains veulent un forfait, d'autres veulent payer au rendez-vous. Voilà, on est vraiment, on n'a pas de réponse toute faite sur ces questions financières parce que tout se discute en plus. Voilà, donc faut que tout le monde s'y retrouve. D'accord, ok. Donc, il faut vraiment s'adapter un peu au cas par cas, quoi. Là, nous, c'est notre choix sur le cabinet. Voilà. C'est comme ça qu'on souhaite travailler, en fait. Vraiment au cas par cas et à la demande, vraiment à la demande de la personne qui nous sollicite. Ok, d'accord. Super, je vous remercie. Merci. D'autres questions? Du coup, je voulais savoir comment les gens prennent connaissance de notre cabinet. En tout cas, au niveau des particuliers, comme ça. Est-ce que vous avez essayé de savoir un peu comment vous nous avez connus? Aujourd'hui, c'est beaucoup le bouche à oreille. Ça marche comme ça, on se fait connaître comme ça. Voilà. Alors, on ne fait pas tout dans le cabinet. Certaines ne souhaitent pas faire les particuliers. Voilà, c'est aussi des choix. Mais De temps aussi. et de temps. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le bouche-oreille. Clairement, voilà, les gens sont contents, pas contents. Enfin, en général, c'est plutôt content pour le moment. Et puis, donc, du coup, c'est passe le numéro. Et puis, voilà. Puis d'autres professionnels qui vont nous orienter aussi. Voilà. Parce qu'au fil de notre on prend un tâche, c'est vrai, on se fait connaître aussi auprès des professionnels, parce que quand on appelle les médecins traitants, les psychiatres, les psychologues, du coup, on présente aussi l'activité. Et puis aussi, on répond. On fait aussi du support des fois aux professionnels. Voilà, ils nous appellent pour une situation. Donc, voilà, c'est un partage et un échange. Donc, pour le moment, ça fonctionne comme ça. On n'a pas déployé de campagne de communication. Pas encore, en tout cas. Et du coup, ça vous arrive aussi de faire des actions collectives ou vous êtes que dans de l'accompagnement individuel? C'est un projet. On n'y est pas encore, mais on aimerait bien. Ouais, c'est un projet. C'est un projet. Ouais. D'accord. Oui. C'est du boulot. Ouais, c'est ça. En fait, Voilà. c'est la question du temps. Et c'est vrai, voilà, il y a la question du temps. Une action collective, ça se prépare, ça demande de l'investissement. C'est beaucoup de questions de temps. Mais oui, c'est quelque chose qu'on aimerait développer, c'est sûr. Voilà. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont une formation de formateur occasionnel aussi. Donc, c'est vrai que voilà, proposer des demi-journées thématiques sur certaines problématiques, oui, c'est dans les tuyaux. Mais... Voilà, on a plein d'idées, plein de projets. Voilà. Est-ce qu'on peut... Vous êtes tout à plein temps sur le cabinet aujourd'hui? Non, pas moi, pour le coup, j'ai une activité à temps partiel, parce que le reste du temps, je travaille dans une maison de santé sur le 18e. Donc, voilà, je travaille sur des questions d'accompagnement et de projets en santé publique. Et ce qui fait que c'est extrêmement complémentaire, en fait, parce que de nouveau, on revient sur une réponse voilà, complémentaire en termes de prise en charge et d'accompagnement des personnes. Et après, sur le reste de l'équipe... Moi, je suis en plein temps sur le cabinet. Mais moi, je suis plutôt sur le côté entreprise, établissement médicaux, voilà, plutôt ce côté-là. Nous avons une autre collègue, Stéphanie, qui est à plein temps sur le cabinet aussi. Audrey et Marine aussi. Et puis, Marine, c'est à temps partiel. Ouais, et puis une autre aussi qui est à temps partiel. Voilà. Mais c'est par choix. Par contre, c'est par choix de cumuler les activités. Et du coup, quand vous travaillez avec des entreprises, des établissements médico-sociaux, publics, privés, vous conventionnez du coup avec ces structures? C'est ça. D'accord. Et vous avez quoi, des temps de permanence peut-être au niveau des structures? Voilà, c'est ça. Selon les besoins des structures, selon le nombre de collaborateurs qu'ils ont, selon le nombre de sites aussi qu'ils ont. Mais on établit des conventions. Généralement, on est sur une convention d'1 an, voire 2 ans. Ouais. Parce que c'est sur des temps, il n'y a aucune entreprise qui prend du plein temps. Voilà. Donc, on va être sur des petits temps, sur une journée semaine, sur une demi-journée semaine, sur une journée mois. Et on évalue aussi, nous, de notre côté,
la demande, Oui. et on augmente ou on réduit, voilà, selon les demandes qu'on a et les demandes de l'entreprise. D'accord. Même chose pour les établissements médico-sociaux. Voilà. Oui. Voilà. C'est vraiment... on conventionne, en fait. Puis on s'adapte. Voilà, on discute. C'est ça, en fait. Enfin, au niveau du cabinet, c'est vraiment le mot adaptabilité. Voilà. Il le faut. Et puis c'est comme ça qu'on souhaite travailler aussi. On va être au plus près des besoins. Pour tout, en fait, soit les entreprises, les établissements, les particuliers, c'est d'être au plus près des besoins de chacun. Voilà, que ça soit adapté. D'accord. Et du coup, vous travaillez avec quelles entreprises, par exemple? On va remettre, alors, aujourd'hui, on a Alors aujourd'hui, on travaille avec l'association La Mite-Pain, Ok. le CNRS, Oui. Steph Transport et Logistique, donc c'est de la logistique, ils sont spécialisés dans le froid, en fait. Donc, voilà. ID Logistique, c'est pareil, c'est une entreprise de transport qui travaille pour Auchan, Lidl, Carrefour. Village Nature, donc professionnel du tourisme. Vinci Facilities, donc, qui est une branche de Vinci, mais qui va plutôt travailler avec des personnes en situation de handicap. Voilà. Et entraide universitaire. voilà, c'est vraiment les contrats voilà, qui sont représentatifs. Voilà. On a d'autres activités, mais c'est moins. Oui. Après, on va vraiment, très dépend, on va être appelé ponctuellement pour un suivi, parce qu'il n'y a pas d'assistance. Parce qu'il n'y a pas un besoin d'avoir une assistante sociale référente par semaine ou par mois, peut-être juste parce qu'il y a une situation qui est compliquée, un collaborateur qui est en difficulté. Bonsoir, Julien Kien, enchanté, vous m'entendez? Oui, oui. En fait, voilà, j'ai plusieurs questions. D'une part, sur la forme juridique de votre société, enfin de votre cabinet. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que en fait, chacun a son propre portefeuille de clientèle? Est-ce que c'est juste une société de moyens, entre guillemets? Qu'est-ce que vous mutualisez au-delà je sais pas, de vos infrastructures, des loyers, ce genre de choses? Là, par exemple, pour une autre question, c'est la gestion de la mie de pain. C'est plus en fait un fonctionnement de type travailleurs sociaux intérimaires, entre guillemets. Vous faites du renfort sur place? Alors, sur les entreprises, on intervient vraiment sur un service social du travail. Donc, sur la mie de pain, on va accompagner les salariés de la mie de pain et pas les hébergés de la mie de pain. Voilà. On va être vraiment sur vraiment sur du service social du travail. Ça. Après, sur la partie juridique, en fait, donc on est 6 entités indépendantes. Voilà, on a tout un statut spécifique. Et par contre, on collabore en tout cas sur les moyens. En fait, on fait un partage de moyens pour ce cabinet. Voilà, on a toute notre entité indépendante. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, vous êtes basé sur Paris? Votre cabinet à Paris? Alors, on n'a pas un cabinet fixe, parce que notre travail, c'est directement auprès des clients, en fait. D'accord. Voilà. Donc, vous n'avez pas d'endroit où vous vous retrouvez toutes les 6 Non. Enfin, on se retrouve, mais pas en bureau fixe avec une adresse. Voilà, nous, on va directement auprès des clients, des particuliers. C'est pour ça que dans les modalités d'intervention, on intervient soit à domicile du particulier, soit dans un lieu de son choix, voilà, prochainement ici, ou par visio. Ouais, donc c'est aussi un choix. Peut-être ici. Hein. Voilà, c'est ça. J'espère. Voilà. Et après, on est 6, on est 5 sur la région parisienne. Et nous avons des collègues qui interviennent dans le sud, donc sur Marseille, Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. Okay. Et vous avez beaucoup plus de demandes quand même sur la région parisienne, j'imagine?
En fait, ça dépend. Enfin, parce que la question, en fait, chacune, on travaille à notre niveau. Forcément, on est essentiellement sur l'Île-de-France. Donc, Marine, elle a aussi beaucoup d'activités dans le sud. Mais on ne va pas forcément intervenir sur les mêmes souhaits, en tout cas, quand on développe sur les particuliers, mais elle ne va pas du tout sur la question du médico-social. Voilà. C'est très... On fait un peu comme on a envie, en fait, aussi, nous, en fonction de ce qu'on a envie, de ce qui nous intéresse. C'est ça qui est chouette aussi. C'est d'avoir cette liberté de choisir avec qui on a envie de travailler, de ce qu'on a envie de mettre en place. Du coup, voilà, c'est réciproque aussi. Quand on nous appelle, c'est parce que voilà, on a un interlocuteur unique, on a envie de travailler avec nous et nous, inversement. D'accord. Voilà. On va juste remercier Nathalie. Qui, du coup, nous remercie de la présentation. Et des questions par écrit? Non, il y avait juste Nathalie qui nous disait merci et qui... Bonne soirée aussi. Voilà. Du coup, je pas de question. Et comment ça se passe quand, par exemple, vous avez des demandes dans un département que vous ne connaissez pas du tout, parce que le travail d'assistant social, c'est aussi de travailler en réseau, de connaître les partenaires qui sont sur le territoire, etc. C'est pas trop difficile, du coup? On s'adapte. On est créatif. J'imagine, mais c'est vrai que des fois, en fonction des départements, les démarches sont différentes. Et puis, si on n'a pas de bon interlocuteur, on galère. Déjà, en Île-de-France, je trouve que, en fait, c'est pas parce que vous allez travailler dans un département que la personne que vous allez accompagner va résider dans le même département. Donc déjà, on a aussi cette habitude déjà de se renseigner sur les dispositifs qui existent ailleurs. Voilà, donc on a déjà on a cette appétence, c'est déjà dans nos pratiques professionnelles. C'est ça. Ouais. Après, c'est pour ça aussi qu'on travaille à 6, parce que du coup, du coup, je reçois telle personne sur tel département. Est-ce que vous avez déjà vu cette problématique-là? Voilà, c'est aussi une de nos souhaits, c'est de travailler toutes les 6, parce qu'on est aussi... Et puis, on n'est pas aussi fermé à travailler avec les collègues en province. Il y a aussi des assistantes sociales qui s'installent en libéral en province, donc c'est aussi des relais. Voilà. Aussi, si on trouve que ça n'a pas de sens, les personnes, elles ont besoin d'aide vue à leur domicile, elles n'ont pas d'autonomie pour travailler à distance, on va relayer auprès d'une assistante sociale libérale en province. Voilà. Il y a un réseau quand même tout doucement qui se crée, donc c'est possible. Oui, s'il y a besoin d'aide par exemple, pour évaluer. Voilà, du coup, j'ai fait quoi? Voilà. D'accord. Vous l'avez dit, c'est le travail de l'assistante sociale, c'est d'aller chercher. Donc, on va toujours chercher. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y avait un contact ici, un psychologue. C'est ça. Un psychologue social qui a créé le lien, on s'est vus, on a créé un petit peu de lien ensemble, et est revenu, j'ai fait des conférences. C'est ça, après c'est le réseau et on trouve toujours quelqu'un pour nous renseigner au fur et à mesure. Ah non, mais attends, je connais quelqu'un et on arrive toujours à avoir les informations. C'est pas forcément gênant. Alors, j'avais une autre question qu'elle voulait poser ma collègue, mais elle a le micro coupé. On lui dit que la hôte ne peut pas activer son micro, enfin, peu importe. Donc, la question était savoir, donc si vous êtes auto-entrepreneur, du coup, vous êtes déclaré. En fait, comme je disais tout à l'heure, on est 6, on a des statuts juridiques différents selon nos activités. Donc oui, moi, je suis en micro-entrepreneuriat, mais c'est pas le cas d'Émilie, par exemple. Ça dépend, en fait. D'accord. C'est vraiment des statuts juridiques à deux choix, en fait. C'est vraiment chacun de faire son choix. Oui. Et comment vous vous répartissez, du coup, l'argent? Du coup, c'est des contrats individuels. Ah, d'accord. Des facturations individuelles. Donc, chaque accompagnement que la personne va prendre... C'est ça. D'accord. Ok, entendu. Parce que du coup, la personne, elle fait un choix professionnel. Donc, du coup, c'est une rémunération individuelle. D'accord. Mais vous restez quand même tous sur le même tarif de base, 65 €. Oui. D'accord. Ok, ça marche.
Merci. D'autres questions? Non. Bon, s'il n'y a plus de questions, on en reste là. Vous avez nos coordonnées. De toute façon, si jamais vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir assisté à cet échange. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à vos questions, que c'était intéressant. Voilà. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir.